mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau Wednesday Event. Nous vous présentons Mao, notre super animatrice de cette soirée. Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Alors je vous présente l'invité de la soirée, monsieur de Rivoire, Étienne de Rivoire. Je vous propose de l'applaudir du coup. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur le plateau de Wednesday Event. Peut-être qu'avant de commencer la soirée, peut-être que vous pouvez vous présenter rapidement qui vous êtes, votre métier, si vous avez des poissons rouges, voilà, ce genre de choses. D'accord. Donc, je m'appelle Étienne de Rivoire, j'ai bientôt 36 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, bientôt 3 dans quelques mois. J'habite mieux que les poissons rouges du coup. C'est ça, exactement. Donc j'habite à côté d'Arroche-sur-Yon, la Ferrière exactement. Donc je suis alors conseiller en orientation, coach en développement professionnel, consultant en recrutement. Je suis, on pourrait dire, dans la sphère des ressources humaines au sens large. Et j'exerce une activité indépendante depuis maintenant 4 ans, après avoir fait tout mon parcours dans les ressources humaines, voilà, avec une dominante recrutement prononcée. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dirigé vers la voie du coaching entre guillemets, et enfin voilà, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier? Alors, je pense que s'il y avait une constante dans ma vie professionnelle, c'est l'intérêt pour la personne humaine, son mode de fonctionnement et ses leviers de motivation. Je me souviens quand j'étais à Audencia, donc pendant mes études, j'étais en spécialisation en RH et j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur alors le titre exact, c'est la motivation et le désintéressement. Voilà, pour tout vous dire, parce que j'étais intéressé. À l'époque, on nous apprenait beaucoup la notion d'intéressement et de participation dans les entreprises, c'est-à-dire finalement comment faire en sorte que les salariés puissent être toujours aussi motivés en les faisant participer au bénéfice de l'entreprise. Donc c'était beaucoup axé sur le matériel. Et une chose qui, moi, m'intéressait, c'était de justement pouvoir agir sur les leviers, on pourrait dire, plus anthropologiques, et qui touchent aussi les fondements de la motivation, et qu'on pourrait qualifier de recherche de sens, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire, je suis motivé parce que je mets du sens dans ce que je fais, plus que parce que je suis bien payé, même si évidemment c'est important d'être bien payé. Mais on va dire l'argent ne fait pas tout, et donc voilà, donc le sujet de la motivation m'intéressait beaucoup. Et puis après, dans toute mon activité de recrutement, eh bien, en fait, ce que j'aimais, c'était le parcours des personnes, les questions qui pouvaient se poser. Et finalement, en fait, je pense que c'est assez naturellement qu'au bout d'un moment, j'ai basculé sur le conseil, c'est-à-dire accompagnement de personnes pour les aider à finalement trouver par eux-mêmes leurs propres solutions par rapport aux questions qui peuvent se poser. Merci beaucoup. Du coup, tous les gens que vous accompagnez, du coup, ça a plutôt tendance à être des lycéens, des étudiants, peut-être des gens en reconversion professionnelle. Donc j'ai tout type d'accompagnement. Alors les plus jeunes, c'est à partir de la seconde globalement. Il m'est arrivé de faire quelques petits coachings pour des collégiens, mais c'est un vrai accompagnement commence à être, je pense, voilà, pertinent à partir de 15 ans, 15-16 ans, jusqu'à voilà, je crois que la personne la plus âgée que j'ai pu accompagner devait avoir 55, enfin entre 55 et 60. Donc je dirais, je n'ai pas fait de statistiques exactes, mais 50% peut-être d'orientation scolaire, donc lycéens, étudiants, 50% d'adultes, grosso modo, ça peut être ça. Et alors, justement, pour les étudiants ou les lycéens que vous accompagnez et qui sont encore dans le milieu scolaire, les résultats qu'ils peuvent avoir aux examens, par exemple, qu'est-ce que c'est comme véritable reflet de leur capacité ou de leurs compétences? Donc là, c'est une question difficile, en fait, parce que, évidemment, quand j'accompagne des jeunes, je demande souvent aux parents de fournir leur bulletin scolaire, parce que c'est important de voir un petit peu quel est le niveau scolaire auquel atteint le jeune. Ça nous renseigne sur toujours un peu cette notion de motivation, finalement, c'est quelles sont les matières dans lesquelles il excelle naturellement, quelles sont les matières dans lesquelles il est intéressé. L'appréciation des professeurs aussi reflète aussi le comportement de l'élève, le comportement pouvant dire aussi beaucoup de choses sur sa motivation.
Maintenant, évidemment, c'est un support parmi d'autres, ça ne dit pas tout, et ce qui est sûr, c'est que voilà, un jeune qui, par exemple, plafonne à 10 de moyenne ou 12 et qui voudrait viser une grande école, il y a un moment, il y a un principe de réalité qui fait que on essaie en fait, de lui faire des prises de conscience. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'auto-limiter en disant que tu n'y arriveras jamais, tu n'as pas les capacités, mais d'essayer de lui faire toucher du doigt par lui-même un peu ses propres limites, hein, évidemment en le poussant, en essayant de donner le meilleur de lui-même, hein, c'est toujours voilà, pour qu'il ait confiance en lui et qu'il soit motivé. Maintenant, voilà, il y a un principe de réalité, on ne naît pas tous égaux, il faut l'accepter aussi, et que du coup nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Et l'essentiel, c'est finalement d'avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi dans ce qu'on fait, pour donner le meilleur de soi-même. Voilà. Donc évidemment, le milieu scolaire est très normé, avec des notes, avec un système de classification, etc. Moi, que je ne rejette pas en tant que tel, parce qu'il donne des repères, même si évidemment, il peut parfois être assez enfermant, et donc il s'agit de s'en dégager, hein, de ne pas se fier qu'à ça, mais ça nous donne quand même des indications sur quand même les capacités que peut avoir l'élève, quoi. Voilà, mais évidemment, ça ne dit pas tout, quoi. C'est parfait. Et alors, justement, pour aider l'élève dans cette prise de conscience, quelles sont un peu vos méthodes, vos pistes? Là, par exemple, admettons que je vienne vous voir, que je sois en 3e année d'histoire, par exemple. Par exemple, au hasard. Au hasard, évidemment. Et je ne sais pas forcément ce que je fais l'année prochaine. Et là, par exemple, comment est-ce que vous faites pour m'aider à trouver? C'est une consultation gratuite en direct. Alors, j'aime bien votre question, elle est bien formulée. C'est-à-dire que, effectivement, comment vous faites pour m'aider à trouver? C'est effectivement ça, parce que c'est important de prendre conscience que un consultant d'orientation, en fait, n'est pas cartomancien, voilà, ne lit pas dans une boule de cristal, ne prédit pas l'avenir. Et donc effectivement, en fait, vous venez me voir comment je fais pour vous aider. C'est tout à fait ça, parce qu'en fait, l'accompagnement consiste à vous aider à trouver la solution qui est la vôtre. Vous voyez, quand bien même je pourrais avoir des idées, que moi je peux donner des conseils, ce genre de choses. Au final, ce qui va vous mettre en mouvement, ce qui va faire que vous allez vous enclencher, c'est que au fond de vous, vous allez sentir qu'il y a un endroit où c'est la bonne voie à suivre. Voyez. Et toute la méthode consiste à faire en sorte que, dans les questions que je vais vous poser, dans ce que vont dire les textes que j'utilise, dans la manière de conduire l'entretien que nous allons avoir ensemble, vous puissiez petit à petit, en fait, vous rapprocher de vous-même et vous raccorder à vous-même. Il y a des moments dans notre vie où on vit des sortes de certitudes, de moments de confiance en nous, des moments où on se sent bon, on se sent fort, on se sent assuré. Vous voyez, ces moments-là, ce sont des moments où on est accordé à soi-même finalement. Et du coup, parfois on a presque des sentiments de puissance parce qu'on sent qu'on est à notre place, quoi, que voilà, on existe, on est quelqu'un, vous voyez. Et ces moments-là sont des moments précieux parce que ça nous donne des indications sur quand est-ce que j'ai été relié à moi-même. Voilà. Et donc mon travail consiste à faire ça. Finalement, quand j'accompagne une personne, je l'aide à être reliée à elle-même pour que finalement la solution émerge un peu d'elle-même. Voilà. C'est ça qu'on appelle le coaching, en tout cas, quand on accompagne quelqu'un, c'est aider la personne à l'accompagner dans son dialogue intérieur orienté vers le résultat qu'elle souhaite atteindre. Vous voyez ? Et donc tout le danger et puis la vigilance à avoir quand on est dans cette attitude, dans cette posture d'accompagnement, c'est justement d'être ce qu'on appelle dans une position haute où finalement on peut avoir facilement tendance à apporter la solution à l'autre. Ce qui du coup a pour risque d'être un peu enfermant, c'est-à-dire que d'une certaine manière, si tu ne fais pas ce que je te dis de faire, c'est nul. Donc ça peut être très bloquant même. Et l'autre tentation, c'est en fait de fermer les écoutilles, enfin, c'est le fait de se focaliser que sur l'idée de celui qui vous accompagne et en fait de vous empêcher de vous écouter vous. Voilà. Donc moi, mon boulot, en fait, consiste à aider les personnes à s'écouter du mieux qu'elles peuvent pour finalement écouter la voix intérieure qui les guide. Voilà. Et ça, moi, je crois beaucoup à ça. Et c'est ce qu'on appelle dans le langage un peu de psychologie l'autonomie, en fait. Voilà. Comment finalement j'arrive à m'autodéterminer pour certains disent suivant leur bonne étoile, d'autres
répondre à leur vocation. Enfin, voilà, on utilise des termes différents, mais au fond, nous avons en nous souvent des lieux, des zones de confiance et de certitude qui nous indiquent la voie à suivre, sauf que cette voie est souvent parasitée en fait par des tas de choses. Des tas de choses qui en fait brouillent les cartes, brouillent les pistes, nous empêchent de nous écouter nous-mêmes, et qui fait qu'on peut devenir parfois dépendant des avis des autres, des circonstances, etc. Et du coup avoir le sentiment un peu de subir sa vie parce qu'en fait on ne s'écoute pas vraiment. Et donc justement pour ne pas enfermer ou ne pas bloquer la personne que vous accompagnez, est-ce que vous allez lui suggérer des secteurs professionnels, voire même des métiers précis ou pas du tout? Alors ça arrive, effectivement, en fait ça dépend des profils des personnes. Effectivement, il y a des personnes qui ont qui ont besoin de se confronter à la réalité directe, c'est-à-dire d'être dans du concret. Ce qui fait que du coup, elles vont avoir besoin effectivement d'avoir des idées précises de métier, qui du coup va derrière susciter une petite enquête métier, l'interview d'une personne qui exerce le métier, enfin pour aller, ou leur faire de l'artistage, voilà, pour aller finalement se confronter à des réalités, et à partir de cette confrontation à la réalité, obtenir des réponses. Voilà. Donc pour des profils c'est utile. Pour d'autres, en fait, c'est pas forcément nécessaire. Il y a certaines personnes qui, au contraire, en fait, ont besoin de temps, ont besoin de laisser mûrir les choses, ont besoin de comprendre, ont besoin de prendre du recul. Et au contraire, en fait, il vaut mieux les laisser au maximum, finalement, un peu se débrouiller par eux-mêmes, en leur disant, voilà, enfin, par rapport à ce que tu peux dire les tests, par rapport à ce que moi j'ai entendu, par rapport à ce que tu dis, tout ça, par rapport à ce qui sort un peu de notre accompagnement, et bien peut-être, voilà, laisse-toi du temps, peut-être fais ceci, fais cela, enfin, pour justement t'écouter intérieurement. Donc en fait, enfin, voilà, ma réponse est peut-être un peu mi-figue mi-raisin, mais en fait ça dépend des personnes et de leur moteur, leur mode de fonctionnement. Et donc, une fois que vous assistez un peu à une sorte de mise en mouvement d'une personne, vous ressentez quoi un peu? C'est peut-être plus personnel, ça sort un peu du cadre professionnel, mais est-ce que vous avez un peu des fioretti à nous partager sur voilà, quelqu'un un peu perdu et hop? Le sentiment que je peux avoir, c'est ça rend très humble de faire ce travail, parce que souvent, en fait, on se sent malgré soi un peu le vecteur, ou on a le sentiment d'avoir contribué à aider la personne, alors même que finalement c'est elle qui a fait le boulot. Parce que c'est elle qui travaille, c'est elle qui se pose ses questions, c'est elle qui cherche ses propres réponses. Et donc, et parfois on est surpris, enfin je suis surpris, je pense que je suis pas le seul à vivre ça, on est surpris de voir les fruits qui peuvent en sortir et qu'on n'aurait soi-même pas du tout soupçonné. Nos solutions n'étant pas forcément les solutions de la personne qu'on accompagne. Et donc ça rend humble, parce que finalement on se dit, en fait on est bien peu de choses, quoi. C'est-à-dire que la solution que nous délivre la personne peut être évidente, pour elle, et peut-être que nous on l'avait pas tout vu, quoi. Vous voyez, donc ça rend humble, parce que finalement on se dit, ok, je pense que je vais réellement aider, et c'est tout ce qu'on a fait ensemble a contribué à lui permettre de se déclencher, mais je ne soupçonnais pas qu'elle puisse prendre cette voie-là après. L'idée peut-être concrète ne m'était peut-être pas venue. Donc voilà, ça rend humble. Je peux peut-être vous donner un exemple. Alors, je pense souvent à cet exemple parce qu'il est assez atypique, mais j'ai accompagné un adulte il y a quelques temps, et qui avait fait un bilan déjà, et qui avait besoin d'aide pour avancer, parce que le bilan a été une étape décisive, mais qui avait nécessité un accompagnement plus opérationnel. Et c'est une personne qui avait vraiment avait du mal à trouver sa voie, qui avait fait des études scientifiques, tourné plutôt vers le milieu de la biologie, et qui avait tenté plusieurs métiers, qui avait, je crois, été prof, et puis il avait généralement travaillé comme botaniste, et bon, il avait vraiment vécu des moments de grande souffrance, puis de sentiment d'être perdu. Et une chose qui lui avait vraiment permis de se remettre un peu sur pied, c'est
la musique, la danse, le spectacle. Et donc il en faisait un peu de manière amateur et dilettante avec une association, puis des amis. Bon, mais professionnellement, voilà, il y avait encore une insatisfaction, il ne savait pas trop dans quelle direction chercher, et donc on se voyait voilà, une fois tous les 2 mois, enfin voilà. Et il y a un moment donné, parce qu'à chaque séance finalement on progressait, mon travail consistant finalement à essayer de relever souvent les pépites de vie que, c'est un peu comme les petits poussets quoi, enfin, que les gens déposent lors des accompagnements, dont ils ne se rendent parfois pas compte eux-mêmes, et que du coup moi je leur remets sous les yeux. Je dis voilà, tu m'as dit ça, tu te rends compte que voilà, dans ces moments-là, tu étais pleinement vivant, c'était toi quoi. Enfin, voilà. Et donc comme si du coup pour leur permettre de redessiner un fil directeur, quoi, pour finalement qu'apparaisse sous leurs yeux, presque comme une évidence, ce pourquoi ils sont faits et qu'ils n'arrivaient pas à voir parce que ce fil était discontinu et il s'en mêlait un peu les pinceaux. Et en fait, en l'occurrence, cette personne-là, au bout d'un moment, alors qu'elle avait plutôt fait des études scientifiques, bon, elle me dit Étienne, je veux devenir comédien. Et elle me l'a dit d'une telle façon que moi, par exemple, ça m'a beaucoup ému. Beaucoup ému parce que c'est comme si c'était comme si c'était mon fils qui me disait ça, comme si c'était le fils qui parlait à son père en lui disant voilà mon projet quoi. Voilà. Et qui avait besoin d'être reconnu dans ce projet-là. Ce qui était intéressant, c'est qu'en l'occurrence, son papa, qui était un ingénieur qui, je crois, qui travaillait dans le milieu du nucléaire, donc un environnement hyper rigoureux, hyper, comment dire, cartésien, je pense, n'aurait jamais peut-être été prêt à accueillir une telle, un tel aveu, quoi. Enfin, bon. Et actuellement, donc, il fait une école de mine dramatique en région parisienne. Et il a vraiment, pour dire presque ressuscité, enfin, je le trouve, il est vraiment complètement dans sa voie, il est heureux dans ce qu'il fait. Et ça m'a touché parce que je me disais, voilà, c'est presque une libération, quoi. Voilà. Il s'est donné droit, et il s'est senti le droit de suivre la petite voie qu'il avait au fond de lui, et pour laquelle il a eu besoin finalement d'être validé, quoi. Enfin, voilà, qu'on lui donne l'autorisation. Voilà, donc un exemple et alors évidemment ça procure beaucoup de joie, mais encore une fois ça rentrait humble parce que enfin, voilà, être comédien dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas forcément le boulot qui est le plus sécurisant, qui assure le meilleur avenir, mais il a vraiment au bout d'un moment vu très clairement que c'est vraiment ça qu'il voulait faire. Enfin, il avait déjà monté des spectacles et tout, mais de là en faire sa profession, c'était pas forcément évident tout de suite, quoi. Et justement, vous parliez de métiers plus ou moins sécurisants. Est-ce que vous auriez un peu un conseil à donner, entre guillemets, pour un peu équilibrer justement entre, à la fois il y a des métiers où on sent qu'on va être très en contact avec d'autres, alors que c'est quelqu'un qui va être introverti, on sait qu'on a tous besoin de gagner de l'argent, mais en même temps on ne veut pas tous bosser que pour ça. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour trouver un peu un bon équilibre dans notre métier, et à la fois le fait qu'on a tous besoin de mettre du beurre dans les épinards? C'est une vraie question. Et c'est souvent l'inquiétude des parents qui voient parfois leurs enfants avec des rêves un peu fous, leurs enfants lycéens et qui du coup, eux, ont une vision de la vie plus réaliste parce qu'ils ont déjà un peu vécu, ils savent ce que c'est que de ramer, ils savent ce que c'est que d'avoir besoin de ramener de l'argent à la maison pour faire vivre la famille. Et donc c'est effectivement un équilibre à trouver. Ce que je dis souvent pour en fait alors, à la fois apaiser mais aussi rendre compte d'une réalité humaine, c'est que en fait ce qui permet de se sentir de manière sereine, enfin je parle surtout pour les jeunes, hein, de vivre un cap de maturité, hein, du passage de l'adolescence à l'âge adulte, c'est de finalement sentir qu'on est la continuité de ses parents. Dans le sens où finalement nous avons tous au fond de nous un héritage, hein, qui est le fruit de ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, et qu'on appartient à une lignée, voilà, des personnes nous ont précédés. Et ils nous ont donné, par le fruit de leur travail, de leur éducation et de leur amour, quelque chose qui est de l'ordre de l'héritage, que l'on est appelé à faire fructifier, et à poursuivre avec notre propre singularité. C'est-à-dire ce qui fait notre
Oui, notre singularité, ce qui fait qu'on est nous et qu'on n'est pas nos parents, qu'on n'est pas nos frères et sœurs, etc. Et donc, ce qui peut parfois peut effrayer certains parents dans des projets un peu fous pour avoir certains enfants, c'est peut-être le sentiment soit de gâchis ou voilà, de manque de cohérence dans cette notion de continuité. Voilà, parce que, au fond, nous ne sommes pas, la société voudrait nous faire de nous des êtres déracinés, hein, des êtres purement, des purs consommateurs, déracinés, sans aucun lien. Eh bien, je trouve assez rassurant de se dire que bien, on peut puiser dans l'héritage de ce qui nous a été donné à travers l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, enfin de nos ancêtres, pour essayer de chercher comment on voudrait continuer l'histoire d'une façon qui nous est propre. Donc ça, c'est une première condition pour que ce passage, ce cap de maturité puisse se faire dans de bonnes conditions. Hein. Quand des enfants qui font des choix sur le mode de la rébellion, sur le mode de toute façon, rien à foutre, je fais ce que je veux et puis vous n'avez rien à me dire, bah, ça peut marcher, mais c'est toujours un peu plus fragile, quoi. Voilà, un côté un peu pas très mûr, justement, et ça crée des bases un peu fragiles pour se lancer. La deuxième condition, c'est, je trouve que c'est une condition très belle, qui consiste à recevoir ce qu'on appelle l'onction paternelle, à savoir le fait que quand le jeune formule son projet, eh bien, ce projet-là puisse être validé par ses parents. Et quand j'accompagne des jeunes, moi je dis toujours, c'est important que les deux parents soient là, et s'il devait y en avoir qu'un seul, au moins le père. Voilà. Parce que le père, sur le plan symbolique, mais aussi réel, a ce rôle de séparer du cocon de la mère pour envoyer vers le monde, hein, pour faire exister. Hein, extare en latin, c'est faire être hors de soi. Et donc pour qu'un projet puisse se réaliser dans de bonnes conditions et sereinement, il est important que le jeune puisse recevoir la validation, l'onction paternelle, la validation de son père. Et donc quand vous avez cette notion de continuité et d'onction paternelle, a priori vous êtes dans des conditions plutôt favorables pour vous lancer dans un projet réaliste, quand bien même il pourrait avoir quelque chose de fou. Je vais vous donner un exemple qui m'avait touché. Moi, j'ai vécu pendant un an pour une communauté de l'Arche de Jean Vanier. Et j'avais assisté à une conférence de Jean Vanier, qui est un vieux bonhomme, je ne sais pas pour ceux qui connaissent Jean Vanier, qui a fondé donc, les communautés de l'Arche, qui accueillent les personnes handicapées mentales, sous forme de vie communautaire. Il avait dit on avait dû lui poser la question de savoir qu'est-ce qui vous a donné cette confiance que vous avez en vous, cette solidité, cette force, ce charisme. Il avait dit, quand j'avais 13 ans, j'avais demandé à mon père de partir, parce que je voulais m'engager dans la marine. Je crois qu'il a grandi au Canada, à 13 ans. Alors, c'était une autre époque, il a dû naître dans les années 20, je pense. Peut-être même avant, parce que je crois que c'était pendant la Première Guerre, en fait, qu'il avait voulu s'engager à 13 ans. Et il m'a dit, en fait, ce qui m'a donné la confiance en moi, c'est qu'à ce moment-là, quand j'en ai parlé à mon père, il a validé ce choix-là, il a validé ce projet-là. Et de ce jour-là, voilà, j'ai toujours eu confiance en moi. Je trouve ça très très beau, parce qu'il manifestait le fait que, ayant été reconnu, cette notion de reconnaissance dans le projet qu'il voulait mener, on lui a fait confiance, à ce moment-là, rien ne pouvait l'arrêter. Et donc, j'étais un petit peu long, mais par rapport à votre question, cette notion de sécurité, il me semble que si vous êtes en sécurité dans le projet dans lequel vous vous lancez, parce que vous y croyez, que vous sentez que ce n'est pas dans la rupture par rapport à votre lignée, et que vous recevez l'onction paternelle, la validation, je ne doute pas, quand bien même que vous pourriez manger un peu de la vache enragée, vous y soyez fidèle, et que vous puissiez vous construire sur ce projet-là, parce que les conditions sont créées pour que vous puissiez rester dans votre vocation professionnelle. Et donc après, évidemment, toute la question est de savoir, voilà, c'est quoi vos objectifs prioritaires. Voilà. Si votre objectif prioritaire, c'est de gagner beaucoup d'argent, bah, évidemment, il y a des métiers que vous n'allez pas faire. Mais ça, à la limite, vous n'avez pas besoin d'un conseiller d'orientation pour le savoir, quoi. Merci beaucoup. On va accueillir du coup notre deuxième invité de la soirée, Christophe Cavalier. Je vous invite à l'applaudir. Si ça vous va. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement également, s'il vous plaît? Alors, Christophe Cavalier, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, et également, comme Étienne, il y en a un qui est bien en cours parce que ce sera pour le mois de mai. C'est pas un peu ça. Quoique, il nage dans le ventre.
Et du coup, qu'est-ce que vous faites dans votre vie professionnelle? Alors, c'est pas pour inscrire le tableau, mais alors je suis coach sportif à la base, préparateur physique en même temps, éducateur sportif, coach sportif, c'est similaire. J'ai un parcours qui est assez atypique, et justement, Étienne qui est là, j'ai été son élève pendant 3 séances, j'ai suivi un parcours qui était enrichissant, et aujourd'hui, j'ai été licencié au mois de décembre, mi-décembre exactement, pas du tout dans le domaine où je pratiquais dans le sport, c'était dans l'industrie pharmaceutique. Voilà. Donc, où j'en suis maintenant, c'est que je suis en recherche, et je dirais grâce, enfin, en partie au parcours que j'ai pu faire, ce bilan vocationnel. Alors je raconterai peut-être plus tard en fonction de ce qu'il y aura à dire, si j'ai le temps. Comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, mon parcours est assez atypique, même d'un point de vue professionnel. Et je pense que ça peut être un exemple. Alors pour vous, je ne sais pas, parce que peut-être que vous avez suivi un chemin qui est, on va dire, droit. Moi, il a été plutôt tordu. Et c'est ce qui fait, je pense, peut-être ma richesse professionnelle aujourd'hui. Même si je rencontre des difficultés et que je suis aujourd'hui au chômage, enfin licencié, c'est exactement pareil. Mais je sais, grâce à ce parcours, même si j'avais déjà quand même en tête que le sport c'est mon domaine, c'est toujours ce sur quoi je voudrais m'orienter, j'essaye de me redonner, si vous voulez, les moyens pour rester dans le milieu qui était déjà un domaine de prédilection. Alors, vous parlez d'un parcours professionnel atypique. Est-ce que vous pourriez nous en dire peut-être quelques mots, développer un petit peu cette notion? C'est pas vraiment une notion en fait. Développer un petit peu le parcours professionnel. Alors, je tiens aussi à le stipuler parce que c'est très important pour moi. J'ai passé le cap de jeune baptisé parce que je ne dis pas de bêtises, jeune baptisé c'est 3 ans et je vais fêter ma 6e année le 7 avril. Voilà. Donc ça c'est important, donc moi j'ai parcouru comme un bon païen et ça je le dis parce que je pense que quand on n'a pas un appui qui vient spirituellement, c'est là où j'ai fait, je pense, d'énormes erreurs professionnelles. Mais je vais, justement, à ce que vous venez d'évoquer à votre question, je vais quand même évoquer un tout petit peu mon enfance. J'ai 2 frères. À 7 ans, j'ai perdu. Mon papa nous a quittés. Ma maman était toute seule. Je crois que tout à l'heure, Étienne a pu l'évoquer, qu'il y a des enfants qui étaient dans l'obligation de travailler très tôt, sans se préoccuper s'ils aimaient ou pas ce métier. Est-ce que c'était une passion pour moi? Non, pas spécialement. Par exemple, j'ai négligé mes études, fortement même. Je me suis retrouvé à 18 ans engagé pour 1 an, parce qu'à l'époque on faisait le service militaire. Suite à ça, j'ai eu la chance, parce que j'ai passé tous mes permis. Je suis rentré dans le domaine aéroportuaire qui me plaisait, parce qu'en plus, je viens de la région parisienne. D'ailleurs, dans un milieu où j'étais dans une cité donc, qui n'est pas spécialement favorable pour les études. Si vous êtes quelqu'un, en plus, moi j'ai un caractère assez trempé. Donc, c'était plutôt, on va dire, une orientation scolaire, on va dire, néfaste. Et puis, si je pouvais me faciliter en gagnant de l'argent justement rapidement, dans le milieu où je vivais, qui était plus propice à je me retrouve en prison, qu'avoir un beau métier, une bonne assise, être directeur, je ne sais pas, dans une très très bonne entreprise. Donc voilà, ça c'est en aparté. Et ensuite, j'ai travaillé, alors j'ai fait des saisons, avant de pouvoir être titulaire au sein de l'aéroport de Paris, qui était une grosse société, même si aujourd'hui elle est en SA, mais c'est toujours une très très bonne société. Je suis resté 10 ans, mais dans ces 10 ans, je suis un ex-footballeur. J'ai joué au niveau CFA,
Bon, c'est pas un professionnel, mais c'est déjà un niveau qui est déjà relativement correct. Et j'étais passionné par le sport, et je pense que c'est le sport qui m'a sauvé. Comme vous savez, le Seigneur n'était pas dans ma vie, il est venu quand j'avais 42 ans. Suite à ça, une fois que j'ai été titularisé, donc ce métier à aéroport, parce que j'étais très très proche des avions, ça me plaisait. Mais voilà, je pense pas que j'avais un épanouissement propre qui corresponde à ma personnalité. Et je pense que ça, c'est important, c'est de faire un métier qui corresponde aussi à sa propre personnalité. Et Étienne l'a évoqué aussi, c'est important parce que souvent on veut peut-être faire plaisir aux parents, parce que papa, je sais pas, moi, il est directeur dans une banque, ou alors il y a une boulangerie, puis il faudra reprendre la boulangerie, donc il faudra faire les études de boulanger. Mais est-ce que votre vocation, le Seigneur, il a donné une mission pour chacun, et je pense que ça, c'est très important, ce sur quoi on doit discerner. Moi, je sais que je pense que si j'avais rencontré le Seigneur petit, c'est vrai que je pense que ça aurait été... je pense que mon chemin, je ne peux pas le savoir évidemment, je ne suis pas dans une boule de cristal, mais je pense qu'il aurait été différent. Alors, vous allez me dire, si j'avais eu un papa aussi, ce qu'il a pu évoquer Étienne, je pense que évidemment, je me fie à Saint-Joseph. Je pense qu'il a un rôle très important, non pas j'écarte bien sûr la maman, parce que la maman a un rôle évidemment plus maternel, donc c'est plus cocooning pour moi. Et il en faut, parce qu'il faut des petits câlins. Donc suite à ça, je reprends, donc excusez-moi, des fois je m'égare un peu. L'aéroport de Paris, ok, c'était très bien, mais j'ai vite fait le tour, et puis je suis parti pour faire des études de sport, et j'ai passé donc un brevet d'État. Ensuite, je suis vraiment parti dans le sport, parce que j'ai passé un DU sur la préparation physique, pour ensuite passer une licence TAPS dans entraînement sportif. Alors vous voyez, j'ai eu un parcours assez on va dire, justement aussi même scolaire atypique, parce que j'ai fait des études très tardives, à l'âge de 28 ans. Voilà, et ce pendant 4 ans. Suite à ça, j'ai posé une année de disponibilité au sein des aéroports de Paris, une deuxième pour pratiquer dans le domaine sportif, une troisième, et la troisième c'était soit je démissionnais ou je continuais le sport. Et le sport, en région parisienne, pour moi ça marchait très très bien parce que je travaillais aussi sur Paris, et même beaucoup sur Paris. J'étais coach sportif à mon compte, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et puis c'est vrai que c'était mon objectif, l'argent, les voitures, les femmes, et oui, faut le dire aussi, voilà. Fallait que je me rende compte que je ne pouvais pas continuer dans cette voie-là. Donc j'ai arrêté le sport, donc il faut bien suivre, hein, j'ai arrêté le sport, et dans mon entourage, parce que j'avais tendance à écouter aussi, même si je discernais, on va dire, très très vite. Ouais, il faut une place sûre, Christophe, etc. Tu devrais rentrer dans la fonction publique, tu as les permis, et puis après tu peux prendre une autre filière, parce qu'il y a différentes filières dans l'administration, c'est très spécial. Donc je suis rentré dans le conseil départemental du 92, des Hauts-de-Seine, mais pas du tout dans le sport. Je suis rentré en tant qu'agent d'exploitation des routes, rien à voir. J'ai fait beaucoup de métiers, hein, c'est rigolo. Et là, pareil, je suis resté 1 an et demi, mais une lassitude, quoi, totale, parce que je me faisais chier, totalement. Et il y avait le sport encore qui était derrière moi, et je reçois un jour un pote qui m'appelle pour travailler dans une salle. Et puis je dis bah oui, pourquoi pas. Et puis je travaille dans une salle, et entre-temps, ça je le dis, j'ai travaillé, alors j'ai fait des stages lors de mon DU, de la préparation physique, j'ai fait des connaissances, et on m'a appelé justement pour travailler au club de foot de Montpellier. Donc très content, en tant que préparateur physique. Imaginez-vous la joie que j'avais, car c'était un rêve pour moi. Suite à ça, j'ai quitté la région parisienne, et je pensais que ça marcherait. Et je suis resté 5 mois, et j'ai été limogé en même temps que l'entraîneur qui était là, mais qui est revenu, Michel Mézy exactement. À l'époque, il était entraîneur, puis il est revenu à Montpellier, là, il est toujours à Montpellier. Donc,
voilà, alors après je me suis retrouvé dans une situation, parce que là j'avais goûté ce que c'était le domaine professionnel. Alors imaginez-vous retourner après, j'ai fréquenté les salles de sport, je travaillais pour les associations, je travaillais pour les entreprises, à donner des cours de remise en forme, de musculation, enfin bref, voilà. C'était un peu... alors en plus après j'avais pris de l'âge, donc j'avais goûté à ce que c'était l'argent, c'est vrai. Alors il faut savoir, il ne faut pas non plus, parce que c'est, comme vous l'avez tout à l'heure dit, c'est le nerf de la guerre, c'est important. Il faut manger, d'autant plus aujourd'hui, moi à 48 ans, et puis avec la petite famille que j'ai. Suite à ça, c'était difficile de retourner dans des salles de sport. Alors il y a de l'orgueil peut-être, oui c'est possible, j'avais je pense un certain orgueil aussi. Donc là j'avais déjà un âge bien avancé. Et j'ai fait ma rencontre, ça aussi c'est important, j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur qui a changé totalement ma vie, parce que le sport je ne le voyais plus comme ça. Bien qu'aujourd'hui je recherche toujours le domaine du foot, je persiste et persévère, même si beaucoup de personnes m'ont quand même fait part que ce domaine, et je reconnais que c'est un milieu qui est assez spécial. Je dirais pas pourri parce que j'aime pas trop ce terme-là, parce que je pense que en tant que catho, je connais parce que je suis allé à une retraite, ça c'est important que je le dise. Je suis allé à une retraite spirituelle Saint-Ignace et j'ai fait part de ma situation à un prêtre et il m'a donné des coordonnées de Guillaume Varmuz qui lui a pu on a pu se mettre en contact. Donc voilà. Merci beaucoup. Et on va accueillir notre... Mais restez hein, sur le... Mais oui. Ça y est, vous êtes toujours invité, c'est ça. On va recevoir du coup notre troisième invité, donc Anne. Vous pouvez applaudir. Anne, merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors j'en connais certains d'entre vous. Je m'appelle Anne, voilà. J'ai 27 ans et je travaille au département de la Vendée. Oui, je suis fonctionnaire, mais je suis très il en faut. Voilà. J'ai rien contre les fonctionnaires. Oui, parfois c'est bizarre l'administration, mais moi ça me plaît bien. Je vais juste vous dire mon métier en quelques mots, parce qu'après je pense que je vais vous raconter ma vie sur comment je suis arrivée là. Donc moi j'ai le titre pompeux du chef du service ingénierie territoriale. Vous avez tous compris ce que c'est. En gros, on est une équipe, on accompagne les maires des petites communes dans leurs projets sur l'urbanisme, le patrimoine, l'archéologie, le logement social. On fait aussi, on s'occupe des pistes cyclables départementales, on s'occupe un peu de tourisme, enfin voilà, on fait pas mal de choses en fait. Donc j'aime bien, on fait plein de choses différentes. Voilà, qui je suis. Et du coup, pour en arriver à ce titre pompeux, quel a été un peu le parcours et les clés que tu as utilisées pour en arriver là? Alors déjà, j'aurais jamais imaginé arriver là il y a ne serait-ce que 2 ans, hein, voilà. Donc s'il y en a beaucoup qui se posent des questions dans la salle, je pense qu'on se pose tous des questions, c'est normal. Quand j'étais au lycée, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'aime bien comprendre en gros ce qui se passe autour de moi, je vais faire du droit. En plus c'est bien, ma famille me disait que j'avais un esprit structuré, donc il fallait que je fasse des études où on a besoin d'être structuré. Donc ma fille fait du droit, bon c'était aussi un choix personnel, hein, mais en plus tu verras ça mène à tout, ce qui est très vrai d'ailleurs, puisque je suis arrivée là. Donc j'ai fait une licence de droit et d'éco, donc vient le moment où il faut choisir entre secteur public et privé. Moi c'était plutôt le secteur public qui m'intéressait, parce que j'ai assez vite eu envie de comprendre comment ça marchait tout ça, parce qu'il y a l'État, il y a des associations, il y a des entreprises, voilà. Donc j'avais assez envie de rendre service, le service public en fait, qui commençait à monter en moi. Voilà. Donc je me suis orientée vers le droit public, ensuite un peu plus vers l'action locale, parce que moi je me voyais pas du tout travailler en ministère, à faire des notes, à faire des grands plans nationaux, tout ça, j'avais besoin de concret. Donc collectivité locale. Donc pour ceux qui voient pas forcément ce que c'est en gros les mairies, les départements, les régions. Voilà, donc je travaille, c'est des élus locaux en fait, vous votez normalement, et si vous ne le faites pas, vous devez aller voter pour votre maire,
pour les conseillers généraux et les conseillers régionaux, voilà, puisque c'est eux en fait qui prennent un paquet de décisions. Donc je vous invite à le faire. Bref, fin de la parenthèse. Donc je me suis dit que j'allais faire du droit des collectivités locales, mais pas que du droit, parce que j'en avais marre de faire du droit, donc j'ai voulu faire d'autres choses. Donc je me suis orientée vers la gestion des collectivités locales, donc je suis entrée à Sciences Po pendant 2 ans de master. Et à la fin se pose la question du tu veux travailler dans le public? Ah, mais il faut passer un concours. Voilà. Donc j'ai passé un concours, j'en avais ras-le-bol des concours, c'était déjà mon 2e, mais je l'ai eu. Et donc ce concours c'est pour l'INET, donc l'Institut National des Études Territoriales. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est l'ENA des collectivités locales. Voilà. Et donc 18 mois, pardon, pas 18 ans de formation, ça serait beaucoup trop long. 18 mois, on est basé à Strasbourg et on fait des missions en collectivité locale, très courtes. Donc en gros, en 18 mois, j'ai habité dans un peu plus de 6 villes. Donc voilà, vous comptez en moyenne ce que ça fait. Et à la fin, j'ai trouvé un boulot à La Roche-sur-Yon. Tadam! Voilà. Et donc, je savais pas, moi aussi, je savais où c'était quand même. Mais bon, bah d'accord, ok. Et donc, je suis arrivée au département, d'abord comme chargée de mission auprès du directeur général. Donc ça, c'était intéressant. Mais au bout d'un moment, j'en avais marre d'être la petite main. Et on m'a proposé ce poste-là. Donc, j'ai dit oui, voilà. Et ça fait un peu plus d'1 an maintenant, 1 an et demi. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que dans ton parcours, c'est un peu au petit bonheur la chance, un peu genre, bah, t'as ouvert une première porte, et après une deuxième, et après une troisième, et ainsi de suite. Et est-ce qu'il y a eu des moments où, je sais pas, t'as un petit peu douté, où tout s'est enchaîné un peu simplement, comme ça, et boum, on se retrouve à travailler au département de la Vendée? Je vous le souhaitais tous. En mangeant des mojettes et du préfou. Mais c'est vrai que j'ai découvert le préfou, là, la mojette aussi. Bon, bref. Non, alors ça a l'air d'être pif pouf au petit bonheur la chance. Bon, c'était un entonnoir en fait. J'avais envie de travailler dans le secteur public, puis petit à petit ça s'est affiné. Mais c'est vrai que bon, bah, y a un moment où il y a comme des lumières qui s'allument, et puis bah voilà, on se pose des questions. Faut savoir saisir un peu, peser le pour, le contre, en parler autour de soi, rencontrer des gens. Enfin là, j'empiète un peu peut-être sur d'autres questions, mais en gros, à chaque fois, comme je voyais des lumières qui s'allumaient, je voulais essayer de comprendre un peu qu'est-ce que c'était comme genre de métier, est-ce que c'était fait pour moi. Donc je suis allée voir pas mal de gens qui travaillaient dans ce domaine-là ou qui avaient fait ce genre d'études pour dire bon, et alors ton métier c'est quoi tous les jours? Donc ça m'a pas mal aidé. J'ai essayé de faire des stages aussi dans ces secteurs-là, donc j'ai fait un stage au département de Maine-et-Loire. Donc là, je me suis dit, ouais, ça me plaît bien. Donc c'est comme ça, en gros. Ça s'est affiné petit à petit en discutant, et puis en confiant tout ça dans la prière aussi, évidemment, parce qu'on n'est pas tout seul. Christophe, vous en avez un petit peu parlé. Anne, t'en as un petit peu parlé aussi. Et non, mais c'est pas grave. La dernière dimension... qui était abordée dans la vidéo, The Last But Not The Least, qui était s'élever. Et peut-être, Étienne, vous pouvez peut-être nous en toucher un mot, peut-être, de la façon dont Dieu agit dans votre métier, peut-être la façon dont vous sentez sa présence ou l'apport que ça peut avoir dans votre accompagnement, dans vos accompagnements même. Parler de la spiritualité, c'est ça? C'est ça. C'est le moment là, c'est le moment là. Bon, déjà... Moi qui suis croyant, disons que je crois vraiment que les personnes qui viennent me voir ne viennent pas par hasard. Donc je crois vraiment à l'action de la providence dans ma vie. Et le Seigneur souvent se manifeste dans nos vies par des rencontres. Voilà. Donc finalement, chaque personne moi, que j'accueille, que je reçois et que j'accompagne, je reçois un peu comme un cadeau et je confie à Dieu dans mes prières pour à la fois que je puisse au mieux l'accompagner, mais aussi pour que je puisse aussi être un instrument de la providence pour lui, pour elle, en me reconnaissant avec toutes mes limites. Donc c'est vrai que c'est aussi sécurisant d'avoir la foi dans ce type de métier parce que on accompagne souvent des souffrances, on accompagne des gens qui sont en questionnement, qui attendent beaucoup de cet accompagnement et on se sent parfois un peu démunis pour apporter des solutions et des réponses. Et donc c'est assez soulageant de se dire que en fait on ne peut pas tout par nous-mêmes, quoi. Voilà.
et que on fait du mieux avec les outils qu'on a, avec l'intelligence que le Seigneur nous a donnée, avec tous les talents que je suis appelé à faire fructifier. Finalement, moi, j'essaie de vivre la parabole talent dans mon propre métier, c'est essayer de mettre mes talents au service des autres, dans un métier que j'aime, pour lequel je me sens fait. Et après, le Seigneur fait le reste, en fait. Voilà. Donc à la fois, je crois vraiment que les gens qui viennent me voir ne sont pas envoyés par hasard, et quoi qu'il arrive après, je me dis que voilà, ce n'est pas perdu, et que quand bien même ça peut ne pas suffire, ou la personne peut ne pas forcément avoir trouvé toutes les réponses à ces questions, au moins je me dis, ce moment-là aura servi de pierre dans sa vie, et qui va susciter d'autres rencontres après. Voilà. Et encore une fois, tout à l'heure je parlais d'humilité, mais c'est vraiment pour souligner le fait que voilà, on sent qu'on est un peu un instrument dans les mains du Seigneur, et qu'on fait ce qu'on a à faire dans les circonstances qui sont les nôtres, enfin qui sont les miennes en l'occurrence, et que après ça ne nous appartient pas en fait. Oui, voilà. Donc ça évite aussi de vouloir mettre une maîtrise sur les gens qu'on accompagne. Ce ne sont pas nos objets, une vie toujours un mystère, et d'une certaine manière, on est témoin de ce mystère à un moment donné dans la vie de la personne. On y apporte ce qu'on peut y apporter et ce qu'on doit y apporter. Et puis, encore une fois, le maître de nos vies, c'est le Seigneur. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'incite les personnes qui peuvent entendre ça, qui ont la foi, à mettre d'abord leur foi en Dieu, plutôt que dans les forces humaines, à commencer par nos propres forces. Oui. Toujours, et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Voilà. Et que souvent nous sommes pressés, nous sommes impatients, nous cherchons des réponses tout de suite, etc. Parfois le Seigneur nous fait attendre, et peut-être que c'est aussi ça qui nous fait grandir, voilà, qui nous élève. Vous voyez. Voilà, donc Dieu est le maître du monde, comme il est le maître de nos vies, et il faut vraiment lui faire confiance. Je crois que c'est important. Merci. Vous pouvez les applaudir. Étienne, si jamais en 1 minute, vous avez 1 minute, et en face de vous, il y a un jeune qui galère un peu dans ses études, par exemple, on va dire que c'est moi. Et en 1 minute, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour qu'il reprenne confiance en lui, ou qu'il trouve des bonnes clés de discernement? Avec les voir. Très bon, très bon. C'est parfait. Wednesday Evans. C'est trop lourd. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly.